Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Vous êtes désormais nombreux à écouter les podcasts juridiques que j'ai le plaisir de vous proposer avec mon invité Charles Bobot, avocat associé fondateur du cabinet BJA. Aujourd'hui, nous parlons de la résiliation du contrat de syndic avec toutes les nuances nécessaires et quelques rappels fort bienvenus. Bonjour Charles Bobot. Bonjour Anne-Sandrine. Première question nécessairement un peu espiègle. Est-ce que le non-renouvellement du contrat de syndic en fin de mandat suscite beaucoup de contentieux ? Peu de contentieux parce que c'est une question politique. Quand on s'arrête à temps, il n'y a pas de problème, mais ça peut être l'objet d'un problème si jamais le syndic s'accroche à son pouvoir. Et oui. Ah, j'aime beaucoup votre expression, s'arrêter à temps. Alors maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que la révocation du contrat de syndic en cours de mandat suscite, elle, plus de contentieux ou à tous les moins plus de friction ou de difficultés dans la pratique ? C'est toujours beaucoup de friction, ces périodes de fin de contrat. Voilà, on est dans le temps de l'élection. Alors, on ne parle pas de démission, on parle de non-renouvellement. On ne parle pas de révocation, on parle de résiliation pour motif suffisamment grave. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas tant de contentieux, mais il y a beaucoup de questions. On est quand même beaucoup sollicité en conseil sur ces questions-là. Tiens, ça, c'était pas prévu, mais est-ce qu'on peut faire un point vocabulaire, alors, rapidement ? Démission, résiliation, révocation ? Soit on parle en termes de mandat code civil. Donc dans ce cas-là, le mandat, c'est le contrat de confiance, donc c'est ad nutum, c'est-à-dire d'un coup de tête, chacun peut révoquer ou partir. C'est un peu plus compliqué en copropriété, qui est un droit spécial, et l'article 18 prévoit uniquement la possibilité de ne pas renouveler en fin de période, donc c'est le non-renouvellement, ou bien de résilier, mais pas dans n'importe quelle condition, pour motif suffisamment grave. Donc on ne parle pas de révocation. On ne peut pas démissionner, on ne peut pas être révoqué. Alors ça paraît un peu rigide. Après, il y a la liberté des parties qui fait que si l'un et l'autre sont d'accord, on peut peut-être un peu s'extraire de cette loi pour se dire au revoir gentiment. Alors, en fait, c'est comme pour le mariage et le divorce, en fait. Ces contrats, on ne les lit pas jusqu'au jour où on se sépare. Voilà. On va maintenant parler de la démission pour l'instant. Le cas le plus simple. On connaît les difficultés que rencontrent les syndics au quotidien, tout comme les responsabilités qui leur incombent. Et donc, ce professionnel syndic peut avoir envie ou se retrouver dans l'obligation de démissionner. Est-ce qu'il peut le faire légalement, si oui, à quelles conditions et puis pour quel motif ? Alors, comme on l'a dit, c'était très utile de faire un moment qualificatif. Donc, il n'y a pas marqué de démission. Donc, on peut soit en fin de mandat ne pas se renouveler, donc dans les 3 mois qui précèdent la fin du contrat, en avertissant au préalable le conseil syndical pour qu'il puisse organiser une mise en concurrence et qu'il n'y ait pas de difficulté de transition. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, si il est en plein mandat, la situation elle devient insupportable, ses honoraires ne sont pas réglés, il souffre d'un harcèlement du conseil syndical sur des questions, sur des inepties, et surtout la copropriété refuse de voter les travaux essentiels pour sa conservation et l'immeuble risque de s'effondrer. Je prends des cas un peu forts. Mais qui sont assez courants désormais en copropriété. Vu l'état de l'obsolescence du bâti, oui. Ce qui se passe alors, c'est que le syndic, il peut, en cours de mandat, notifier et quelque part, cette résiliation pour motif suffisamment grave, il l'a justifié, il l'a annoncé, et il peut partir. Attention quand même, puisque s'il n'y a pas de motif suffisamment grave, c'est pas une désertion, mais laisser la copropriété comme ça en situation de vacances, alors qu'elle peut pas organiser son suivi, sa comptabilité, payer les assurances en cas de multirisque immeuble, on imagine les enjeux, eh bien, dans ce cas-là, ça pourrait lui être reproché. Donc, le conseil pratique, c'est quand même d'annoncer dans un délai suffisamment
tôt et éventuellement demander la désignation d'un administrateur provisoire si jamais on est vraiment dans une situation de péril. Et oui, parce qu'on ne veut pas d'un remède qui est finalement beaucoup plus grave encore que la maladie. On est d'accord, mais après, voilà, je comprends quand même que le mandat, c'est pas non plus une prison et que si il y a des motifs graves, que le syndic il l'a annoncé, eh bien, il peut partir. Mais alors, c'est quoi un motif suffisamment grave ? Forcément, les lois nous donnent des belles notions qui peuvent être interprétées librement par les juges du fond, souverainement. Et les petites idées qu'on a, puisque forcément on n'a pas encore beaucoup de jurisprudence sur ces notions, c'est la première obligation d'un syndicat, c'est de payer les honoraires. Donc le défaut de perception des honoraires pendant un certain temps pourrait justifier. Le deuxième cas, c'est l'impossibilité d'exercer sa mission, donc pourvoir à la conservation de l'immeuble. Donc s'il refuse de voter des travaux, de régulariser le vote de travaux urgents, et donc on ne peut pas payer les entreprises pour poser des étais qui permettent de soutenir un immeuble, là on peut considérer que c'est des motifs suffisamment graves. Et oui, vous vous effondrerez tout seul. Absolument. Oui, pardon. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. On va maintenant passer de l'autre côté de la barrière pour évoquer la révocation du contrat de syndic en cours de mandat. Donc c'est une question importante en pratique, on l'a dit tout à l'heure. Qui peut valablement être à l'initiative de la révocation du contrat de syndic en cours de mandat ? C'est étrange. Le conseil syndical, qui n'a pourtant pas de personnalité morale, se voit conférer par la loi peut-être poussé par certaines associations de consommateurs, la prérogative d'être à l'initiative de la demande d'inscription motivée de la résiliation du contrat en cours de mandat. Mais ça, c'est la demande. Mais ensuite, la décision revient à qui ? Donc la demande, elle est faite, mais c'est quand même étrange, c'est pour ça que je m'y attarde, c'est que le conseil syndical, donc il va devoir délibérer, peut-être avec une voix prépondérante du président du conseil syndical, il devra adresser cette demande en courrier recommandé pour se ménager la preuve à l'endroit du syndic, qui devra l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, donc c'est les copropriétaires qui restent les maîtres de leur maison, et qui trancheront si oui ou non ils acceptent. Mais est-ce qu'il y a eu aussi une notion de motif suffisamment grave dans ce cas-là ? Oui. Et cette notion de motif suffisamment grave, de la même manière, elle devra être interprétée. C'est pas une simple faute de gestion, puisqu'en fait, en droit des contrats, on dit ce qui est dit est dit, ce qui est dû, c'est irrévocable, c'est intangible. Là, on vient mettre un coup de couteau dans ce principe d'intangibilité et il faut un motif suffisamment grave. Une simple faute. C'est pas tout modèle économique est prévu sur une durée. Si jamais on résilie en cours de durée du contrat, le risque c'est que on soit tenu aux engagements. Mais alors, est-ce que la répétition d'une faute de gestion, mais vraiment une répétition très grande d'une faute de gestion, ça pourrait finalement se concentrer en un motif suffisamment grave ? Exactement. Oui. Donc la demande motivée, elle va en raison, il faudra un peu comme en responsabilité caractériser la faute, les fautes, leur ampleur, leur répétition. Prenons un cas concret. Si jamais il y a des erreurs d'imputation comptable qui sont faites au préjudice de la copropriété, que ça entraîne une désorganisation, qu'il y a des oublis d'écriture comptable, que il y a des absences de convocation d'assemblée générale plus ou moins longues. C'est un faisceau d'indices qui permettra au juge de la caractériser. Alors maintenant, comment est-ce que les choses se passent dans les copropriétés où il n'y a pas de conseil syndical ? Et on garde ces mêmes fautes, voilà. Soit motif suffisamment grave ou une accumulation, une répétition de fautes moins graves, mais pour le coup, quand la répétition se fait, c'est aussi un souci. Mais alors, s'il n'y a pas de conseil syndical ? Deux interprétations. Oui. La première, rien que le texte, et que le texte, qui est un texte d'ordre public, on le rappelle. Donc, cette procédure spécifique, si le conseil syndical n'est pas présent, elle ne pourrait pas être mise en œuvre. Deuxième interprétation.
Si on a tout copropriétaire qui demande l'inscription à l'ordre du jour et que finalement l'ensemble des copropriétaires sur ces motifs qui sont portés que par un seul copropriétaire mais qui permettent d'avoir un vote à la majorité de l'article 25, on ne l'a pas dit donc je le rappelle, eh bien ça permettrait au syndicat de résilier le contrat. Cette deuxième approche, elle est aujourd'hui un peu risquée dans le sens où, encore une fois, et on en parlera plus tard, il y aurait des risques d'indemnité pour non-respect de la procédure. Et oui, et on va même y venir tout de suite, parce que maintenant, on va revenir à notre professionnel syndic, dont le contrat a été révoqué en cours de mandat. D'abord, quid de sa défense ? Puisqu'on l'a dit, le motif suffisamment grave, c'est finalement une notion en cours de construction. Ce que je recommande à mes clients syndics, quand ils ont ce sujet, c'est en effet, on a des droits de la défense, il faut les exercer. Donc il y a une demande d'inscription qui sera faite. Dans l'ordre du jour, il faut pour le syndic répondre à tous les prétendus manquements qu'on lui oppose, justifier qu'ils ne sont pas suffisamment graves et faire valoir, un peu comme dans des écritures au tribunal, mais sauf que là, le tribunal, ce sera l'Assemblée générale qui pourra, sur la base de tous les éléments, de toutes les pièces qui seront versées et annexées à cette convocation d'Assemblée générale, ça permettra au syndic de faire valoir sa défense. Et j'ai déjà vu quelques filous qui, pour gagner des copropriétés, eh bien, prenaient un copropriétaire, demandaient une sorte d'inscription prototypée en indiquant des fautes standardisées, type défaut de complétude suffisante du carnet d'entretien, comptabilité irrégulière, mais sans vraiment préciser. C'est là où justement le syndic il devra faire valoir sa défense. Ah oui, faire valoir sa défense, parce qu'on comprend que certains professionnels soient fatigués à un moment donné, et donc on pourrait lâcher l'affaire. Pas forcément une bonne idée non plus. Il faut se battre jusqu'au bout. En tant qu'avocat, on est encore dans un pays où on est en démocratie, on a la possibilité de faire valoir ses arguments et de se défendre. Donc chaque personne qui est attaquée, je lui conseille toujours de se défendre. Et alors, en cas de révocation abusive, ce syndic va-t-il pouvoir poursuivre une indemnité et comment est-ce qu'il peut faire ? Il y a deux indemnités. Il y a l'indemnité qui, comme dans chaque contrat à exécution successive, si on est résilié en cours de mandat, on peut être tenu de verser de manière anticipée les sommes qui seraient dues jusqu'à la fin du contrat. Ce qui permet d'ailleurs assez astucieusement pour le syndic, s'il prend les honoraires qui sont dus jusqu'à la fin du contrat en estimant que la faute elle n'est pas suffisamment grave, ce sera ensuite au syndicat représenté par le nouveau syndic d'agir, et donc c'est lui qui aura la charge de la procédure. Ça c'est le premier point. La deuxième indemnité, c'est si jamais il y a le non-respect de la procédure, c'est-à-dire si on ne permet pas au syndic de faire valoir ses arguments, si jamais ce n'est pas le conseil syndical qui est l'organe à l'origine de la demande, il y a le simple non-respect d'une procédure qui permet d'assurer les droits de la défense peut justifier des dommages et intérêts pour préjudice moral en sus des honoraires ou des indemnités qui devraient être versées. Alors, toujours en parlant de ce syndic, quel est votre meilleur conseil en tant qu'avocat ? Justement pour lui permettre d'avoir les bonnes armes. Quand il se trouve déjà en difficulté dans une copropriété et qu'on voit la chose venir, parce qu'on la voit toujours venir quand on est syndic, en fait. Il n'y a jamais de surprise. Les armes, elles ne sont pas très... on va dire... Elles sont conventionnelles. Elles sont conventionnelles, oui. Même si parfois en copropriété, ça dégénère. Les armes, elles sont conventionnelles. C'est d'abord la pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer au conseil syndical, parfois même aux copropriétaires, parce qu'il arrive qu'un conseil syndical puisse prendre en otage une copropriété en ayant des intentions ou des velléités qui dépassent celles des autres copropriétaires. Donc faire preuve de pédagogie et ensuite de respecter scrupuleusement le formalisme, c'est-à-dire d'inscrire dans la résolution les motifs, détailler, expliquer et ensuite s'en remettre au vote. Voilà, expliquer. Je crois que c'est le mot du jour, hein. Expliquer et se défendre. Merci Charles Beauvotte de ce nouvel entretien. Je rappelle ici que tous les podcasts enregistrés avec et en partenariat avec le cabinet BJA Avocats sont regroupés dans une playlist. Vous
pouvez donc tout à fait écouter les autres épisodes, tout aussi intéressants, je me permets de le dire. Et il me reste à vous dire à très bientôt, à vous remercier de votre fidélité. Je remercie également et à très bientôt. Au revoir. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.